Il est impossible de communiquer avec les morts. C'est ce que deux amis se répétaient jusqu'à leur séance de Ouija, celle qui a anéanti leur certitude et qui leur a fait vivre la nuit la plus terrifiante de leur vie. Parce que la planche de Ouija, les amis, ce n'est pas un jeu. Pour certains, c'est l'objet qui ouvre un contact direct avec les morts. Et les conséquences peuvent parfois être terribles. Des gens qui tombent malades juste après une séance, d'autres qui s'écroulent en plein malaise, certains qui perdent même la vie, et même des personnes qui, après avoir joué, ont fini par commettre l'irréparable. Et quand elle ne détruit pas le corps, elle détruit le quotidien. Crucifix arraché, porte qui explose seule, apparition qui terrorise des familles entières. Alors jusqu'où peut mener une simple planche en bois? Et quelles sont les pires histoires de Ouija jamais racontées? Bien avant que la planche Ouija n'apparaisse aux États-Unis, une pratique étonnamment proche existait déjà en Chine vers l'an 1100. On l'appelait le Fuji. Le principe était simple. Deux médiums tenaient une baguette ou une petite planchette et laissaient tracer des caractères dans le sable ou sur une surface plane. Les mots étaient censés provenir d'esprits ou de divinités et intégrés au rituel taoïste, le Fuji servait à transmettre des messages surnaturels et reste aujourd'hui l'une des premières formes connues de communication spirituelle par l'écriture. Mais il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que le Ouija, tel qu'on le connaît, commence à se faire une place dans les foyers américains. À cette époque, les États-Unis sont frappés de plein fouet par la guerre de sécession qui fait des milliers de morts. Impuissantes, les familles encore endeuillées sont en plein désarroi. Pour ne rien arranger, la population doit faire face à des vagues d'épidémies. La diarrhée, la dysenterie, le paludisme, tout y passe. C'est dans cette atmosphère de peur, de deuil et d'incertitude que naît ce qu'on appellera le spiritisme. On raconte que partout dans le pays, il serait possible de communiquer avec les esprits des défunts. Et l'idée suffit à redonner un peu d'espoir aux familles qui ont perdu leurs proches, donc beaucoup y croient. En 1848, à New York, les sœurs Fox prétendent qu'il est même possible de communiquer avec l'au-delà grâce à des coups frappés sur les murs. Très vite, la pratique se propage. C'est concret, tout le monde veut tenter l'expérience. Mais tout le monde n'a pas toujours les résultats attendus. Alors les médiums innovent. Ils commencent à utiliser différents outils comme des tables tournantes, les coups dans les objets, le tout pour essayer d'obtenir un seul résultat, transmettre les messages des esprits. Peu à peu, ces méthodes se perfectionnent et donnent naissance à des dispositifs plus pratiques. On cherche désormais un moyen direct d'obtenir des mots et des phrases. C'est ainsi que quelques années plus tard, vers 1880, naissent ce qu'on appelle les premières planches parlantes. Bien avant de ressembler à la planche Ouija que nous connaissons, ces premières versions étaient fabriquées à la main, de façon plus ou moins rudimentaire. Des lettres de l'alphabet, des chiffres et des mots comme oui, non ou adieu étaient peints à la main sur la planche. Pour l'utiliser, les participants doivent joindre les doigts sur une petite planchette mobile qu'on appelle une goutte. Cette dernière était censée glisser sur la planche grâce à l'influence de l'esprit évoqué. À l'époque, ces premières planches ne sont pas du tout commercialisées. Elles sont utilisées exclusivement pendant des séances organisées par des médiums en petits comités avec quelques rares privilégiés venus chercher un contact avec leurs proches disparus. 10 ans plus tard, vers 1890, à Baltimore, Elijah Bond et son équipe décident de surfer sur la vague de cette nouvelle fascination collective et d'en faire un business rentable. Avocat de métier, il s'associe avec Charles Quenard, le colonel Washington Bowie, John Green et Harry Wallace Rusk pour fonder la Quenard Novelty Company le 20 octobre 1890. Leur objectif est de produire en masse des planches pour communiquer avec l'au-delà. Ils n'inventent rien, des planches comme ça, il en existe déjà. Mais Elijah Bond et ses associés veulent la breveter. Pour ce faire, ils doivent présenter leur projet devant une commission du Bureau des brevets américains. L'examinateur devra ensuite déterminer s'il juge que l'invention mérite une protection légale ou pas. Pour vérifier si la promesse de leur planche est réelle, ils demandent au propriétaire comment s'appelle cet objet. Ils n'ont pas encore pensé à un nom, mais ce jour-là, les fondateurs de la Quenard Novelty Company sont accompagnés de Ellen Peters, la belle-sœur d'Elijah, qui est aussi médium. Elle aurait donc demandé à la planche de se nommer elle-même. La planchette se serait alors déplacée pour épeler les lettres O-U-I-J-A, un mot qui voudrait dire « bonne chance » dans l'Égypte ancienne. Sceptique, l'examinateur aurait alors demandé à la planche d'épeler correctement son nom, censé être totalement inconnu d'Elijah et d'Hélène.
S'il y arrive, il autorisera le brevet. Et quand frères et sœurs se sont installés autour de leur Ouija, la planchette s'est effectivement mise à pointer une à une toutes les lettres du nom de famille de l'examinateur. C'est validé, ils obtiennent leur brevet le 3 février 1891, la planche Ouija entre officiellement dans l'histoire et l'entreprise peut enfin lancer sereinement sa production. Et les affaires marchent tellement bien qu'une deuxième usine est ouverte à Baltimore. Mais les tensions éclatent rapidement. En 1892, ses fondateurs se disputent le contrôle de l'entreprise. Charles Connard et Elijah Bond finissent par être écartés du projet. En moins de 2 ans, ils quittent la compagnie, qui sera renommée la Ouija Novelty Company. Pendant ce temps, un jeune employé ambitieux, William Fuld, réussit à gravir les échelons et finit par reprendre la gestion de l'entreprise en achetant les droits de la planche. Pour donner plus de poids à son entreprise, il n'hésite pas à prétendre avoir inventé lui-même la planche Ouija. Un mensonge qui apparemment fonctionne et qui lui permet de s'approprier tout le succès de la planche. Alors qu'au départ, l'objet devait viser essentiellement les cercles ésotériques, William réoriente le produit vers une cible plus familiale. Dans ses publicités, la planche devient un jeu de société, à la fois ludique, mystérieux et très divertissant. Et pour que ce soit encore plus vendeur, il véhicule l'idée selon laquelle Ouija ne serait que la combinaison des mots oui en français et allemand ja. Bien que fausse, cette explication apporte plus de légèreté dans l'esprit du grand public. C'est plus simple, plus vendeur. Et quelque part, ça rend la planche bien plus séduisante. Très vite, la planche s'invite dans les foyers. Elle devient même un pilier de la culture populaire américaine. Pendant la Première Guerre mondiale et l'épidémie de grippe espagnole de 1918, le Ouija connaît un franc succès aux États-Unis. De nouveau meurtrie par les tragédies, la population en deuil cherche le réconfort dans le spiritisme et la communication avec l'au-delà. De ce fait, de nombreuses personnes qui n'ont aucune notion de spiritisme essaient la planche, connue pour sa simplicité. Les ventes atteignent alors plusieurs millions d'exemplaires. Mais en 1927, un tragique événement vient noircir le tableau. William Fuld avait toujours prétendu que la planche Ouija lui aurait demandé de construire une autre usine quelques années plus tôt. Mais en 1927, alors qu'il veut installer un mât de drapeau sur le toit de cette usine, il tombe et décède. Pour ceux qui y croient, c'est donc le Ouija qui l'aurait conduit à sa perte. Après sa mort, la famille reprend la gestion de l'usine. Pendant près de 40 ans, il perpétue la fabrication et la commercialisation des planches en exploitant l'image du Ouija comme un jeu de société mystérieux, mais accessible à tous. En 1966, ils finissent par revendre les droits au géant du jouet, Parker Brothers, qui deviendra plus tard Hasbro. La société relance massivement le produit et tout juste 1 an plus tard, en 1967, la planche crée la surprise. Ses ventes dépassent celle du Monopoly, avec plus de 2 millions de planches écoulées, rien qu'aux États-Unis. Ironie du sort, c'est en tant que simple jeu de société que le Ouija connaît son apogée. Ce qui à l'origine répondait aux besoins de réconfort et à la curiosité pour l'invisible, s'est transformé en un véritable produit marketing vendu comme une distraction pour les soirées entre amis ou les fêtes entre enfants. Malgré cela, la planche n'a jamais perdu son statut originel et permet la naissance d'innombrables mythes et légendes la concernant. Et derrière cette image de simple jeu de société se cache en réalité une autre facette, bien plus mystérieuse et surtout nettement plus inquiétante. Et si vous n'avez pas envie de découvrir ma facette la plus inquiétante, parce que je peux vous dire qu'elle fout les boules, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je sors une vidéo par semaine sur des histoires plus farfelues les unes que les autres, et vous allez m'aider à atteindre ce fichu million d'abonnés, que vous le vouliez ou non. Dans la culture populaire, l'objet commence très rapidement à être diabolisé. Depuis les années 20, bon nombre de représentants religieux alertent sur le fait que cette planche n'a rien d'un jeu. Ce serait tout simplement la porte ouverte vers un monde démoniaque. Pour eux, lorsque la planchette se déplace, ce sont les diables qui se manifestent à ce moment-là, et non les âmes de nos défunts. Et toujours, selon eux, ces entités malveillantes chercheraient à posséder les participants durant la séance. Les journaux de l'époque, évidemment, ne manquent pas une occasion de rapporter différentes histoires à son sujet. Les premiers témoignages apparaissent dans les années 1940. On raconte que des jeunes qui auraient utilisé la planche présenteraient des comportements étranges après son utilisation.
En 1933, Dorothy Turley participe avec sa fille de 15 ans, Mattie, à une séance de Ouija. Rapidement, un message leur parvient. Un esprit prétend que Ernest, le mari de Dorothy, doit mourir. Mais ce n'est pas tout. Selon la planche, c'est Mattie elle-même qui doit accomplir cette mission. Et Dorothy insiste auprès de sa fille. Ce que dit la planche doit être exécuté, quoi qu'il en coûte. Quelques jours plus tard, Mattie prend un fusil de chasse et tire sur son père. Ernest, blessé, est conduit à l'hôpital où il succombera à ses blessures. Mattie sera envoyée dans une maison de redressement jusqu'à ses 18 ans. Après ça, plus personne n'a de nouvelles d'elle. Quant à l'affaire, elle restera dans l'histoire comme le tout premier meurtre attribué à une planche de Ouija. Dans les années 80, une rumeur commence à circuler. Un démon en particulier viendrait hanter la planche de Ouija. Il s'appellerait Zozo. On raconte qu'en sa présence, la planchette se déplacerait pour épeler le nom Z-O-Z-O de façon répétitive et très rapide. Le démon ferait ça uniquement pour se moquer des participants et pour attirer leur attention afin de pouvoir s'en prendre physiquement à eux. Ceux qui rencontrent cet esprit seraient par la suite victimes d'événements tragiques. On parle d'incendies, de maladies graves, d'accidents. La peur de ce que la planche pourrait invoquer touche de plus en plus les utilisateurs. D'abord aux États-Unis, puis dans le monde entier. Vous savez qui aurait sans doute empêché ces gens de se faire parasiter par une entité telle un virus informatique? Un abonnement. NordVPN. On pense souvent que NordVPN c'est juste pour le streaming ou quand on voyage. Et clairement, c'est hyper pratique, on va pas se mentir, pour garder ses abonnements quand on est à l'étranger. Mais pour moi, le vrai game changer, c'est la sécurité. En un seul clic, toute ta connexion est chiffrée. Plus de stress à utiliser les Wi-Fi d'un café, d'un hôtel, d'un aéroport. Avec NordVPN, tes données sont protégées. Et surtout, il y a la protection anti-menace pro qui bloque les sites frauduleux, les tentatives de phishing, les pubs dangereuses et même les fausses boutiques en ligne. On les connaît, les sites qui te promettent moins 70% sur un produit que tu cherches depuis des mois. C'est d'ailleurs un des rares outils VPN testés et reconnus pour ça par des laboratoires indépendants. Il y a aussi la surveillance dark web. Si tes données se retrouvent un jour en vente quelque part, eh bien tu es averti immédiatement. Donc oui, NordVPN, c'est pratique pour voyager, mais c'est surtout une vraie ceinture de sécurité pour ta vie numérique. Et grâce à mon lien en description, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, ce qui vous revient à moins de 3 € par mois. En plus, vous avez un satisfait ou remboursé de 30 jours, donc testez parce que vous n'avez aucun risque. Maintenant que vous êtes protégés, laissez-moi vous raconter cette horrible histoire qui s'est passée en Espagne. Nous sommes en 1990, à Madrid. Estefania est une adolescente comme les autres. Elle vient de perdre son grand-père qui, sur son lit de mort, a promis de faire de la vie de sa fille, donc la mère d'Estefania, un véritable enfer. Un jour, au lycée, elle accepte de participer à une séance de Ouija avec quelques camarades. La planche est créée à la hâte sur un bout de carton et ils utilisent un verre. L'objectif ce jour-là, c'est d'entrer en contact avec le petit ami de l'une de ses copines qui est décédé dans un accident de moto. Mais la séance est interrompue par un professeur qui refuse de les voir s'amuser à invoquer les esprits, qui plus est, à l'école. Il confisque aussitôt la planche de fortune et devant elle, il déchire le carton et brise le verre sur le sol. Mais au moment où celui-ci se fracasse, une fumée noire s'en échappe. Elle s'élève quelques instants dans les airs avant de pénétrer par les narines d'Estefania. Dans les jours qui suivent, elle confie à ses parents que la nuit, elle voit des silhouettes noires rôder dans sa chambre. Parfois, elle dit même sentir ces ombres l'entourer, main dans la main, et murmurer son prénom en lui proposant de la rejoindre. Au fil des semaines, son état se dégrade, elle est régulièrement prise de convulsions, ses yeux se révulsent et elle a de la bave au bord des lèvres. Ses parents n'ont d'autre choix que de la faire interner en hôpital psychiatrique. Là-bas, Estefania se met parfois à parler d'une voix grave, rauque, identique à celle d'un homme, et ce, pour insulter sa propre famille. De service en service, les médecins restent impuissants. Finalement, elle est admise à l'hôpital Gregorio Marañón, mais peu de temps après, elle sombre dans le coma avant de mourir dans des circonstances que personne n'arrivera à expliquer. Elle avait à peine 18 ans. Une autopsie est réalisée, mais les médecins concluent seulement à un arrêt cardiaque, sans parvenir à déterminer ce qui avait réellement provoqué la mort de la jeune fille. Après sa mort, c'est toute sa famille qui devient témoin d'événements étranges dans leur appartement du quartier de Vallecas. Eux aussi entendent des coups résonner dans les murs. Des crucifix se décrochent et la chambre d'Estefania est parfois retrouvée sans dessus-dessous. La température chute brutalement dans certaines pièces et les portes s'ouvrent et se referment toutes seules. Un soir d'automne, les bruits deviennent si violents que la famille décide de se barricader dans le salon.
Il bloque la porte avec un canapé, renforcé par une lourde dalle de marbre. Mais un souffle venu du couloir parvient tout de même à l'ouvrir. Sous leurs yeux, les objets de la pièce se mettent à voler. Et soudain, un détail glace la famille. Une photo d'Estefania, prise peu avant sa mort, se met à brûler d'elle-même. Le feu ne consume ni le cadre, ni le reste du cliché, il efface seulement le visage de la jeune fille. À partir de là, la famille commence à voir les mêmes ombres qu'Estefania décrivait de son vivant. Une nuit, ses deux petites sœurs sont allongées dans leur lit superposé quand elles distinguent une silhouette sombre, une ombre rampante, à la tête entièrement noire, sans yeux ni bouche. Les fillettes se mettent à hurler et aussitôt, toutes les poupées de leur chambre sont projetées violemment contre le mur. Terrifié, le père finit par appeler la police. Sur place, les agents confirment eux aussi. Ils ont vu des phénomènes inexplicables dans ce logement. La famille a finalement déménagé et n'a plus jamais été importunée par des esprits. L'affaire sera surnommée plus tard le dossier Vallecas et reste aujourd'hui l'un des cas paranormaux les plus célèbres d'Espagne, encore associé à la pratique du Ouija. Et il n'est pas le seul. Celui de Carol Sue Elvaker reste certainement l'un des plus glaçants jamais associés à une séance de Ouija. Nous sommes en Oklahoma, au mois de février 2001. Carol Sue Elvaker a 53 ans, elle n'a jamais eu affaire à la justice, elle n'a pas le moindre casier, pas même un antécédent psychiatrique. Mais une nuit, tout bascule. Avec sa fille, elle s'adonne à une séance de Ouija. Au fil de la soirée, la planche livre un message. Son gendre, Brian Roach, est possédé par une force maléfique et il doit être éliminé. Quelques heures plus tard, alors que Brian dort profondément, Carol saisit un couteau et le poignarde à plusieurs reprises. Dans la foulée, Carol tente d'emmener sa fille et sa petite-fille avec elle. Elle les enferme dans une voiture, bien décidée à provoquer un accident qui sera mortel. Selon ses propres mots, ce ne serait ni plus ni moins qu'une offrande. Par chance, son plan échoue. Personne ne meurt dans la collision, mais Carol se brise les deux chevilles. Ça ne l'empêche pas de fuir dans les bois, et quand on la retrouve, elle répète que l'esprit démoniaque qui habitait Brian a pris possession de son propre corps au moment de sa mort. Arrêtée, elle sera déclarée mentalement irresponsable. Les journaux la surnommeront la tueuse au Ouija d'Oklahoma. Plus récemment, sur Reddit, un utilisateur raconte comment il a reçu une planche Ouija d'une voisine qui déménageait d'Angleterre vers les États-Unis. Ce cadeau inattendu éveille aussitôt sa curiosité. Mais la voisine l'avertit sérieusement. Il ne faut jamais y jouer seul pour éviter tout risque de possession démoniaque. Le jeune homme décide donc d'y jouer pour la première fois avec sa meilleure amie. Pendant la séance, un esprit fait son apparition. Curieux d'en savoir un peu plus sur lui, les deux participants demandent à la planche s'ils sont en présence d'une entité bienveillante ou non. Et dès le départ, l'esprit ne se cache pas. Il est malveillant. Et à force de pratique, le jeune homme devient accro au Ouija. Ce qui n'est pas du tout l'avis de sa meilleure amie, qui après 2 mois de séances intensives, se sent de plus en plus mal à l'aise. Elle refuse de continuer. Le jeune homme choisit donc de tenter l'expérience en solo. À cette période, il traverse déjà une phase de dépression. Et plus il s'adonne au Ouija, plus il se sent vulnérable. Il entre dans un état mental de plus en plus sombre. Il sent que quelque chose de mauvais essaie de prendre le dessus sur lui. Effrayé, il finit par en parler à ses parents qui, face à l'obsession de leur fils pour la planche, prennent la décision de s'en débarrasser. Mais à chaque fois, la planche réapparaît mystérieusement. Ce n'est qu'après un déménagement qu'ils arrivent enfin à s'en séparer définitivement. Et globalement, il ne faut pas chercher bien loin sur les réseaux sociaux pour découvrir des témoignages tous plus effrayants les uns que les autres. Il y a tout juste 7 mois, un internaute raconte qu'en 2019, il s'était inscrit pour suivre un cursus scolaire très spécifique. Cette année-là, il se lie d'amitié avec 2 garçons qu'on appellera Karim et Antoine. Nous n'avons pas l'identité de l'auteur, donc nous allons l'appeler Vincent. Il a grandi dans une famille athée, il n'a donc aucune certitude quant à sa propre foi, mais il est fasciné par le spiritisme et il fait régulièrement des recherches sur le sujet. Ses 2 amis s'y intéressent aussi, et ensemble, ils s'interrogent, échangent autour du chamanisme et des croyances anciennes, souvent réinterprétées à travers la culture New Age. L'anniversaire d'Antoine approche et Karim décide de lui offrir une planche de Ouija. Dans la soirée, et bien trop impatient, il décide de l'essayer. Pour vraiment se mettre dans l'ambiance, il ferme les volets, éteignent les lumières et allument des bougies. Pour les 3 acolytes, c'est une grande première. Aucun d'entre eux n'a jamais réalisé de séance de spiritisme de leur vie. Personne n'ose parler. Alors Karim prend les choses en main en posant les premières questions, assez basiques. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? La planchette commence à se déplacer légèrement, mais selon eux, rien d'extraordinaire. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons.
En voyant Vincent hésiter, Karim lui propose de retirer ses doigts de la planchette. Il lui demande de poser une question dont lui seul connaît la réponse, pour vérifier la fiabilité du message. Vincent s'exécute. Sans toucher la planchette, il demande au Ouija d'entrer en contact avec un membre de sa famille. La planchette s'agite légèrement. Il enchaîne alors en demandant l'identité de cet esprit. Une lettre est indiquée, puis une autre, jusqu'à former le prénom d'une personne qu'il connaissait parfaitement bien. Il s'agit de son grand-père décédé 2 ans plus tôt. Ses amis, évidemment, ignorent totalement l'existence de cette personne. Pourtant, la planche répond juste. D'autres questions, d'autres réponses, toujours aussi cohérentes. Les 3 amis sont à ce moment-là totalement déconcertés. Et avant que ça n'aille trop loin, ils préfèrent mettre fin à la séance. Et dans les jours qui suivent, ils organisent d'autres sessions. Mais plus ils font de séances, plus les réponses deviennent cyniques et moqueuses. L'un d'eux finit même par se demander si la planche ne les mènerait pas en bateau. Pourtant, malgré ce doute, les 3 amis continuent, persuadés d'avoir ouvert une porte vers l'invisible. Avec le temps, Vincent commence à en ressentir les effets. Il dit se sentir de plus en plus mal. Après une séance en particulier, il raconte avoir eu la nausée. Et plus les jours passent, plus il devient irritable et même agressif. Karim confiera qu'un jour, en classe, son ami lui aurait parlé avec une méchanceté inhabituelle. Ses proches en souffrent aussi, bien sûr, mais ce qui les inquiète le plus, c'est que Vincent, à chaque crise, jure ne se souvenir de rien. Mais le trio n'arrête pas pour autant. Leurs expériences vont durer 2 années. Tous sont désormais persuadés que la planche peut échanger avec le monde physique. Lors d'une séance, Karim demande à l'entité de se manifester. Ils entendent alors des bruits de détonation inexpliqués dans la pièce voisine et sur le mur alors que personne ne s'y trouve. En dehors de ces réunions, Vincent raconte apercevoir régulièrement du coin de l'œil des ombres se faufiler assez rapidement d'un côté ou d'un autre dans son appartement. Il raconte même qu'un jour, en sortant les poubelles de sa cave, il est certain d'avoir vu un homme se tenir à quelques pas de chez lui. Sur le coup, il pense que c'est le voisin et s'approche pour le saluer. Mais au moment où il est arrivé près de lui, l'homme s'est volatilisé. Pour comprendre qui aurait bien pu être cet homme, il fait quelques recherches sur Internet et découvre l'existence d'une entité mystérieuse assez populaire qu'on appelle l'homme au chapeau. Ce personnage sombre et sans visage, que vous connaissez bien, car je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises, ferait habituellement son apparition lors des paralysies du sommeil. Vincent est resté 5 ans dans cet appartement, et pendant tout ce temps, il a vécu ces phénomènes. Depuis, il est devenu un fervent chrétien et met drastiquement en garde ceux qui seraient tentés d'utiliser la planche. Pour lui, ce n'est absolument pas un jeu. Jake Nichols aurait dû prendre cet avertissement au sérieux. Lui aussi possède une planche qu'il a l'habitude d'utiliser avec ses cousins. Un jour, et avant de commencer leur séance, ils ont retiré une grande poupée de porcelaine terrifiante de la cave et l'ont mise dans une autre pièce, la tête contre le sol. Une fois installée, la planche s'est mise à énumérer une liste de nombres que le cousin de Jake a reconnu comme étant son numéro de sécurité sociale. Un chiffre que personne d'autre autour de la table ne connaissait. Intrigué, il demande à l'esprit de prouver sa présence, soit en s'exprimant clairement sur la planche, soit en faisant un bruit dans la pièce, peut-être même en déplaçant un objet. La planche choisit le mot et épelle « poupée ». Terrifiés, Jake et ses cousins se précipitent dans la pièce voisine. La poupée qu'ils avaient laissée face contre terre se tient maintenant debout au centre de la pièce. Pris de panique, ils décident de brûler la planche de Ouija et la poupée avec. Les témoignages ne sont pas tous aussi effrayants, je vous rassure. Certains disent avoir vécu une expérience positive en ayant réussi à établir une connexion avec un proche décédé, mais d'autres racontent avoir vécu le cauchemar et se disent ne plus jamais vouloir toucher au Ouija. Mais tous ne sont pas convaincus par les pouvoirs de ces planches. Pour la communauté scientifique, ces expériences aussi différentes auraient une explication beaucoup plus rationnelle. À commencer par le déplacement de la planchette. Les experts parlent de ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. C'est un phénomène psychologique dans lequel de minuscules mouvements inconscients du corps suffisent à faire bouger l'objet. En clair, sans s'en rendre compte, les participants exercent de petites pressions qui orientent la planchette. Le cerveau croit que la planche bouge toute seule, alors qu'il en est lui-même la cause. Une explication rationnelle, certes, mais qui n'a toujours pas trouvé sa place
face aux histoires inquiétantes qui entourent le Ouija. Robert Murch, un historien spécialiste de la planche de Ouija, a lui aussi passé des années à comprendre la planche et à retracer la très célèbre légende de Zozo. Mais il n'a jamais trouvé aucune trace de cet esprit, même pas dans les témoignages du tout début de l'existence des planches au 19e siècle. Selon lui, Zozo ne serait rien d'autre qu'une légende urbaine de notre époque. Une histoire montée de toutes pièces qui trouvera peut-être sa source dans le 7e art. Bon nombre de sceptiques pensent que le célèbre film L'Exorciste de 1973 a pu avoir un impact sur les croyances liées à cette planche. Souvenez-vous, dans ce long métrage, le réalisateur William Friedkin a choisi d'utiliser une planche Ouija comme élément déclencheur de la possession de Regan McNeil par un démon. D'autant que le film s'est lui-même inspiré d'un cas, celui de Roland Doe, un adolescent du Maryland qui aurait été possédé en 1949. Pas plus tard qu'en 2014, le réalisateur Stills White propose le film Ouija, qui pour certains servirait de base pour faire naître toujours plus de rumeurs autour de la planche. Parce que quelque part, c'est assez vendeur. Dans les petites villes américaines, des histoires de maisons hantées sont souvent associées à des ados qui ont réalisé une séance de Ouija. Presque systématiquement, on rappelle la possibilité d'ouvrir un portail vers l'autre monde. Et si autant d'histoires sont recensées, c'est peut-être aussi parce que la planche n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Chaque génération d'ados et de jeunes connaît sa période Ouija depuis les années 1960. Certains ont connu la planche de Ouija rose, la pop-it Ouija, le bébé Ouija, et même, attention, roulement de tambour, la Ouija Barbie. Oui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez facilement la possibilité de suivre des live streaming de sessions Ouija sur Twitch, YouTube et TikTok. Dans certains canaux de discussion dédiés au paranormal sur Reddit, la planche est un sujet presque quotidien. Des défis d'Ouija aux vidéos de séances qui tournent mal, une nouvelle génération de curieux et de sceptiques envahit la toile. Certains spiritualistes et médiums continuent d'utiliser la planche dans leur environnement professionnel. Son usage reste cependant assez minoritaire et secondaire, mais reste quand même sérieusement encadré. Alors d'après vous, est-ce un simple jeu de société ou la porte ouverte vers quelque chose que personne ne devrait chercher à comprendre? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller regarder celle que j'ai réalisée sur l'histoire de la Dame Blanche. À mon avis, vous allez bien frissonner. Et puis je vous donne également rendez-vous sur mon compte Spotify que je vous mets dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver tout mon contenu en podcast et même en vidéo.